on va parler du Niger, un pays au sous-sol incroyablement riche. On y trouve de l'uranium, de quoi alimenter en énergie des pays entiers. Mais voilà, à la surface, c'est une toute autre histoire. Le pays est plongé dans des crises profondes. C'est ce contraste, ce paradoxe vraiment saisissant qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Cette image, elle résume assez bien une réalité brutale qu'on retrouve sur une bonne partie du continent africain. Des contrastes absolument extrêmes. D'un côté, une richesse presque insolente et de l'autre, une pauvreté qui ne cesse de s'étendre. C'est vraiment dans ce décor-là que se joue l'histoire qu'on va analyser. Pour vraiment prendre la mesure du problème, il y a un chiffre qui est juste sidérant. Tenez-vous bien, 4. Juste 4 milliardaires possèdent plus de richesses que les 750 millions de personnes les plus pauvres d'Afrique. Je répète, 4 personnes face à 750 millions. C'est une concentration de richesses tellement énorme que ça pose forcément des questions sur le système dans son ensemble. Alors, pour dérouler tout ça, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder le contexte plus large, celui des contrastes sur le continent. Ensuite, on zoome sur le Niger et cette fameuse malédiction de l'uranium. Puis, on verra comment tout ça alimente un cercle vicieux d'insécurité et quel est le coût humain de cette crise. Et pour finir, on se demandera s'il n'y a pas des pistes pour repenser la richesse. Allez, on commence tout de suite avec la première partie, un continent de contrastes, et ce fossé qui n'arrête pas de se creuser entre les riches et les pauvres. Alors là, les faits tirés d'un rapport d'Oxfam sont sans appel. Depuis 2020, les revenus du 1% le plus riche ont grimpé 5 fois plus vite que ceux de la moitié la plus pauvre de la population. 5 fois! On a aussi un écart de richesse énorme entre les hommes et les hommes possèdent 3 fois plus. Et le pire dans tout ça, les systèmes fiscaux, qui sont censés être là pour réduire un peu ces inégalités, eh bien en Afrique, ce sont les moins efficaces au monde pour le faire. C'est un vrai problème structurel. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, plongeons au cœur du sujet, le Niger et sa malédiction de l'uranium. On va voir comment une immense richesse en ressources peut cohabiter avec une vraie pauvreté en pouvoir, en énergie. Alors, l'uranium au Niger, ça représente quoi ? On parle de réserves estimées à 300 000 tonnes. C'est un chiffre colossal qui place le pays au 7e rang mondial. C'est tout simplement un acteur clé de l'énergie nucléaire mondiale, un vrai trésor, là, juste sous le sable. Et c'est là que le paradoxe frappe de plein fouet. Ce pays, le Niger, qui aide à alimenter les centrales nucléaires et à allumer les lumières à l'autre bout du monde, fait partie d'un continent où 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. 600 millions! La question est simple, mais vertigineuse. Comment est-ce possible ? Forcément, une telle contradiction, ça ne reste pas sans conséquence. Ce qui nous amène à notre troisième point, ce cercle vicieux de l'insécurité, où les ressources, les conflits et l'instabilité politique s'entremêlent. Il y a une citation de la Fondation Mo Ibrahim qui résume ça à la perfection. Pour l'Afrique, la sécurité et les ressources sont prises dans un engrenage mortifère. C'est exactement ça. Les ressources, qui pourraient être une bénédiction, un moteur de développement, se transforment en source de conflit. C'est une spirale infernale. Et attention, ce n'est pas juste une théorie, c'est très concret. Au Niger, le score de sécurité a chuté de 11,3 points en seulement 10 ans, entre 2014 et 2023. Ça veut dire que pour des millions de gens, la vie est devenue bien plus dangereuse au quotidien. C'est une conséquence directe de l'instabilité politique et des conflits. D'ailleurs, cette instabilité, elle est très récente. Rappelez-vous, en juillet 2023, un coup d'État militaire renverse le gouvernement. Puis, en janvier 2024, le Niger, avec le Mali et le Burkina Faso, annonce vouloir quitter la CEDEAO, l'organisation régionale. Et enfin, en juillet 2024, ils annoncent la création de leur propre confédération, l'Alliance des États du Sahel. On assiste en direct à une reconfiguration géopolitique majeure dans la région. Et derrière ces grands titres et ces jeux géopolitiques, il y a des vies humaines. C'est ça, le coût humain de la crise. On va maintenant s'intéresser à la répression, aux déplacements et aux catastrophes qui touchent directement la population. Pour mettre des visages sur cette répression, il y a par exemple Mohamed Bazoum. C'était le président, il avait été élu démocratiquement. Aujourd'hui, il est emprisonné, on l'accuse de haute trahison. Ou encore Soumana Maïga, un journaliste qui a été arrêté et accusé d'atteinte à la défense nationale pour avoir fait son métier. Leurs histoires, ce sont les symboles de la répression politique et médiatique qui s'est installée. Et comme si la crise politique ne suffisait pas, une autre tragédie a frappé le pays. En 2024, des pluies exceptionnelles et des inondations ont fait officiellement 339 morts. C'est une catastrophe environnementale terrible, sans doute aggravée par le changement climatique, et qui vient encore noircir un tableau qui était déjà très très sombre.
Bon, après ce constat assez lourd, la question c'est, est-ce qu'il y a une sortie de secours? Est-ce qu'on peut faire autrement? C'est ce qu'on va voir dans notre dernière partie, en explorant une piste, celle de la justice fiscale pour repenser la richesse. La grande question, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'il y a un moyen de briser cette malédiction, de casser ce cercle vicieux où la richesse souterraine ne fait qu'alimenter la misère et la violence à la surface? Eh bien, il y a des propositions concrètes qui sont sur la table, notamment de la part d'organisations comme Oxfam. C'est en plan en 3 temps. Premier point, taxer les revenus du 1% le plus riche, avec un taux additionnel de 10%. Deuxième point, mettre en place une taxe de 1% sur leur fortune, sur leur patrimoine. Et troisième point, tout aussi crucial, stopper les flux financiers illicites, tout cet argent qui s'échappe du continent. L'idée de fond, elle est assez simple, faire en sorte que ceux qui ont le plus bénéficié du système contribuent à le rendre plus juste. Et alors, combien ça pourrait rapporter un plan comme ça? Tenez-vous bien, 66 milliards de dollars. Chaque année. Ce n'est pas une paille, c'est une somme qui a le pouvoir de changer la donne, de vraiment transformer des sociétés en profondeur. Mais concrètement, 66 milliards de dollars par an, ça permet de faire quoi? Eh bien, ça suffirait à financer une éducation de qualité et gratuite pour tout le monde. Ça suffirait aussi pour garantir un accès universel à l'électricité sur tout le continent. Et après tout ça, il resterait encore 2 milliards de dollars en excédent. Donc l'argent, il est là, les solutions techniques et financières, elles existent. Et on va finir là-dessus avec une dernière question pour réfléchir. Et si finalement, la clé de l'avenir du Niger n'était pas enfouie dans son sous-sol, dans son uranium, et si elle se trouvait plutôt dans son code des impôts? Après tout, c'est peut-être ça, la vraie richesse, un système juste qui profite à tous et qui, contrairement à l'uranium, ne s'épuise jamais.